Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues présidents, mes chers collègues, le 1er février dernier, la présidente de la Commission européenne se félicitait d'un bon jour pour l'Europe, le président Zelensky d'une victoire commune sur la Russie. Les 27 venaient de s'accorder sur un programme de soutien supplémentaire de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine. Cette belle unité, à la veille du prochain Conseil européen, n'est déjà plus. Les propos du président de la République du 26 février, affirmant ne pas exclure l'envoi de troupes au sol en Ukraine, ont surpris nos alliés. La plupart ont pris leur distance. S'y ajoutent de nouvelles tensions avec notre partenaire allemand. Dans ces conditions, il n'est pas même besoin de se demander quel effet a produit au Kremlin cette étrange conception de l'ambiguïté stratégique. Mes chers collègues, le sujet est trop sérieux, trop grave pour susciter des effets de manche. C'est de la sécurité des Français, de l'Europe qu'il s'agit. Au-delà de la forme, assurer une présence sur le territoire ukrainien sans franchir le seuil de belligérance reste à clarifier. Mais surtout, pourquoi faire? Au service de quelle stratégie? S'il s'agit de dissuader les Russes de se rapprocher de la Transnistrie, alors il faudra y mettre davantage que des formateurs et des démineurs. Notre commission ne cesse de le répéter, le vrai sujet du soutien à l'Ukraine, c'est la fourniture de munitions. Nous ne sommes pas capables de fournir à l'Ukraine les armes et les munitions dont elle a besoin. C'est vrai pour la France, mais c'est vrai aussi pour l'Europe, malheureusement. La discrétion en la matière des États-Unis, qui viennent d'accorder à l'Ukraine un maigre paquet d'aide de 300 millions de dollars, n'est pas rassurante. Cette stratégie est elle-même compatible avec l'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine. À défaut de pouvoir soutenir l'effort de guerre ukrainien, de fournir une signification stratégique à l'élargissement de l'Union, la décision du dernier Conseil européen ressemble à une fuite en avant. Nous faisons des promesses d'adhésion à un pays à qui nous n'avons pas été capables de donner les tiers de munitions promises. Est-ce responsable? Au Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien menace toujours d'embraser la région entière. À la sidération du 7 octobre a succédé une impuissance totale de la communauté internationale face à une guerre qui se prolonge, une situation humanitaire chaque jour plus catastrophique. La France prend sans doute sa part dans la recherche de solutions, mais la capacité d'initiative européenne semble pour l'instant bien faible, alors même que les pays européens sont depuis longtemps des bailleurs majeurs du processus de paix au Proche-Orient. Certains États membres ont fait des propositions audacieuses, telles l'Espagne, l'Irlande, qui demandent une évaluation, voire une remise en cause de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. La Belgique, que son rôle de présidente du Conseil contraint pourtant à la neutralité, a estimé que la question méritait d'être posée. Comment rapprocher les positions européennes sur ce conflit? Quelle position la France portera-t-elle sur ce sujet si sensible à l'occasion du Conseil européen? Monsieur le ministre, la recomposition violente du monde se poursuit. On pourrait même dire qu'elle s'accélère. Les pays européens doivent jouer tout leur rôle, préserver les intérêts de nos populations, à commencer par leur sécurité. Mais cela suppose que nous ayons une stratégie commune, que nous soyons capables collectivement de défendre des positions fortes et claires. Monsieur le ministre, nous attendons que le gouvernement agisse dans ce sens à l'occasion de la prochaine réunion du Conseil européen.